Comment créer un leader hôtelier panafricain en partant de zéro? C'est ce que nous allons voir dans ce Real Business Talk avec Mossadegh Bali, le CEO d'Azalai Hotel. On a notamment parlé ensemble de comment sa vision et sa mission très claires l'ont guidé dans tous ses choix business pendant ces 30 dernières années. On a également parlé de l'importance de s'entourer de talents qui maîtrisent les codes du secteur pour créer une expérience d'exception. Et enfin, de l'importance de transmettre l'ADN du groupe Azalai pour qu'il perdure au-delà du fondateur. C'est parti pour ce Real Business Talk avec Mossadegh Bali. Bonjour Mossadegh. Bonjour. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'African Business Maker. C'est vraiment un privilège de vous avoir à notre micro et d'avoir un si grand entrepreneur pour nous pendant une petite heure et demie pour échanger sur notamment votre business. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Je voudrais commencer avec une première question. Avant d'être le patron d'Azalai et de créer cette chaîne hôtelière, vous avez été à la tête de l'entreprise familiale. Quelles sont pour vous les grandes différences en termes de gestion et de challenge entre une entreprise familiale et une entreprise qui ne l'est pas? Merci. Merci d'abord de me recevoir sur ce plateau. C'est toujours un plaisir de partager ma riche et longue expérience d'entrepreneur sur le continent africain. Ouais. Effectivement, après mes études universitaires, je suis rentré au pays et j'ai travaillé pendant une décennie dans l'entreprise familiale. Donc, je travaillais avec feu mon père et puis mes frères. Et nous étions dans le négoce de denrées alimentaires que nous importions et distribuions des denrées de grande consommation, le riz, le sucre, le thé. Le premier challenge auquel j'ai été confronté, c'était déjà de restructurer l'entreprise familiale parce que c'était une grosse entreprise par le volume qu'elle traitait, mais qui n'avait pas l'organisation d'une entreprise moderne. Donc moi, avec mes études en business, en finance et tout ça, je me suis mis à la structurer. Ce n'était pas évident. Le négoce, c'est une vie de tous les jours, court terme, parce que vous importez, vous devez vendre avant que les échéances bancaires n'arrivent pour payer les banques qui vous financent les marchandises. Donc, c'est un stress permanent. Il faut distribuer, il faut vendre. Souvent, on vend en crédit parce que le système de distribution dans nos pays est très informel. Il n'y a pas de banque, il n'y a pas de caution. Donc, vous vendez à crédit, il faut recouvrir avant que les échéances bancaires n'arrivent. Donc, disons que le stress était permanent. Dans l'industrie de l'hôtellerie et du tourisme, il y a aussi du stress, mais disons que c'est du long terme. Vous endettez, vous construisez un hôtel, puis vous avez 10 ans, parfois même 12 ans pour rentabiliser l'hôtel et rembourser petit à petit vos créanciers. Donc, c'est du long terme, c'est de la vision, c'est de la prévision, c'est de la gestion. C'est ça, les challenges sont différents entre le négoce qui est plutôt une activité de court terme pour satisfaire un besoin immédiat des populations en denrées de première nécessité, et puis l'industrie de l'hôtellerie qui est du long terme pour satisfaire aussi un besoin, ceux qui voyagent, qui ont besoin de dormir, de se restaurer, de se réunir. Mais là, c'est du long terme, ça demande une vision, ça demande de la patience, et ça demande du professionnalisme. Voilà. Et on va parler de tout cela. Notamment, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir pourquoi vous avez switché vers l'hôtellerie. Qu'est-ce qui a été le déclic principal? Notamment, on l'avait fait en achetant l'hôtel Grand Hôtel de Bamako. Pourquoi vous avez fait ce pari? Très bonne question. Alors, moi, j'ai toujours su que j'allais être un entrepreneur. Je me rappelle que dans le salon de mes parents à Niamey, puisque je suis né à Niamey, mon père exerçait son métier de commerçant au Niger parce qu'il ne pouvait plus l'exercer au Mali, qui avait pris une option d'une économie dirigée, donc le communisme. Et donc, je me rappelle qu'à très bas âge, je jouais au patron, je prenais une table, une chaise, mon père adorait lire, surtout des livres d'histoire et des journaux d'histoire.
Je prenais ces journaux, ces revues historiques, je mettais sur la table, je jouais déjà au patron. Donc, voilà. Et puis, c'est vrai que j'ai grandi dans un environnement, je suis fils de commerçant, petit-fils de commerçant, mes oncles, enfin bref. Ouais. J'ai baigné un peu dans Dans cela. l'environnement, ouais. Donc, j'ai toujours su que j'allais être entrepreneur. Je n'ai pas trop traîné après mes études en France et aux États-Unis. Je suis rentré et je me suis lancé, enfin, j'ai repris l'entreprise familiale, je l'ai grandi. On est même sorti des frontières du Mali pour distribuer nos denrées dans d'autres produits. Mais pendant ces 10 ans, je faisais plutôt mon introspection. Et je dis toujours aux jeunes, il faut commencer par l'introspection. Je me disais, bon, je sais que je veux être entrepreneur, je n'ai pas envie d'être un fonctionnaire de l'État, je n'ai pas envie d'être un salarié d'une entreprise. Sinon, je serais resté aux États-Unis si je voulais être salarié. Et donc, mais je ne m'épanouissais pas. C'est-à-dire acheter, vendre, acheter, vendre. Oui, je ne trouvais pas une satisfaction professionnelle. Et je sentais que je n'avais pas d'impact, que je pouvais avoir beaucoup plus d'impact économique et social en créant beaucoup plus d'emplois parce que je brassais beaucoup d'argent en termes de chiffre d'affaires avec une petite équipe de 10-15 personnes. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé à chercher. D'ailleurs, ma première idée, c'était de faire une usine de compote de mangue dans le sud du Mali. Okay. Et puis, en discutant avec des fournisseurs qui venaient me rendre visite à Bamako, ils se sont plaints de la qualité des hôtels. Il y avait 2 grands hôtels en ce moment, l'hôtel de l'Amitié et le Grand Hôtel de Bamako, géré par l'État du Mali, pour vous dire piètrement géré. Et donc, c'est là que j'ai commencé à dire, tiens, peut-être que l'industrie du tourisme, l'hôtellerie, c'est là que j'ai commencé à faire des recherches, j'ai fait une étude de marché, j'ai recruté un consultant qui m'a aidé à faire un business plan, une étude de marché, et c'est là que j'ai décidé de me lancer. Donc, réellement, ma motivation, c'était que je voulais être plus épanoui professionnellement. Je voulais avoir beaucoup plus d'impact économique et social en créant beaucoup plus de valeur ajoutée, de richesse donc, pour le Mali, mais aussi pour le continent, et en créant surtout des emplois, parce que vous savez, le problème numéro 1 de notre continent, c'est ça. on a besoin d'emplois. On a une démographie vigoureuse. Chaque génération, chaque 25 ans, double en population. On est 1,2 milliard. Bientôt 2 milliards. Le Mali, on est 22 millions, bientôt 40 et quelques millions. Donc, il faut des emplois. Et cette satisfaction morale, intellectuelle, professionnelle, je l'ai vraiment retrouvée dans l'industrie du tourisme. Donc, c'était ça ma motivation. Trop chouette. Alors, le fait d'avoir décidé d'investir dans le Grand Hôtel de Bamako, c'était un pari audacieux. J'imagine que vous avez notamment dû récupérer un historique en termes de positionnement, de perception de l'hôtel, de staff. Quels ont été les plus grands challenges que vous avez rencontrés en faisant cet investissement-là et ce pari? Le premier challenge, d'abord, c'était un challenge personnel et familial, parce que quand j'ai décidé de racheter le Grand Hôtel de Bamako, mes amis, la famille sont venus me voir. Comment tu peux pas quitter le métier de ton père, de ton grand-père, tu es un fils de commerçant, il faut que tu continues le négoce. Mais moi, j'avais déjà ma vision et je savais exactement où est-ce que je voulais aller. Le deuxième challenge, c'était effectivement de réunir les financements, parce que là, il fallait trouver d'abord un financement pour acheter l'hôtel, parce que l'hôtel, on l'a acheté cash avec l'État du Mali. Et c'est là que un grand banquier, paix à son âme, Bouraima Silla, de la Bank of Africa Mali, je suis allé le voir et il a cru en mon projet, il a cru en moi et il m'a fait le prêt qui m'a permis d'acheter avec l'État du Mali le Grand Hôtel de Bamako avec ma société malienne de promotion hôtelière. Ensuite, j'ai été accompagné dès le début par AFC, qui est la filiale secteur privé de la Banque mondiale, qui nous a prêté $1 million avec lequel nous avons pu faire une rénovation, pas en profondeur, mais une belle rénovation qui a fait du Grand Hôtel le meilleur hôtel de Bamako. Donc, les challenges, c'était d'abord familial et personnel, convaincre ma famille que je voulais changer, que je ne me sentais pas bien intellectuellement dans le négoce, que je voulais avoir plus d'impact économique et social dans mon pays en Afrique. Le deuxième challenge, c'était effectivement de réunir les fonds, non seulement pour dédommager l'État du Mali, parce que le ministre des Finances de l'époque, Feu Soumaïla Cissé, a exigé un paiement immédiat cash et comptant. Donc, la Bank of Africa Mali, avec à sa tête Feu Bouraima Silla,
m'a accompagné. Ensuite, il fallait aussi avoir des fonds pour faire la rénovation de l'hôtel parce qu'on l'a acheté en 1994. On l'a rénové et ouvert en février 1995. D'ailleurs, on est en train de fêter les 30 ans du groupe Azalai. Et le troisième challenge, c'était de gérer un hôtel. Moi, je ne suis pas un hôtelier. Même si aujourd'hui, je sais ce que c'est que l'hôtellerie, 30 ans après, mais je n'étais pas un hôtelier. Je n'ai pas étudié dans une école hôtelière. J'ai fait une école de commerce. Je me suis spécialisé en finance. Donc, faire un business plan, parler aux banques, je sais, mais gérer un hôtel au quotidien, je ne savais pas. Et là aussi, j'ai utilisé des programmes qui étaient menés par la AFC, notamment AMSCO, Africa Management Services Company, qui m'a aidé à recruter mon premier directeur d'hôtel, un directeur brillant, Bertrand Boyer, qui était dans le groupe Pullman, juste avant que ça ne soit racheté par le groupe Accor. Il est venu avec son épouse, Sylvie Boyer, et c'est eux qui ont vraiment fait le succès opérationnel du Grand Hôtel de Bamako, parce que moi, je n'étais pas du tout un hôtelier. Et ça aussi, c'est un conseil que je donne toujours aux jeunes. Bien sûr, oui. Ce n'est pas parce que vous avez créé une entreprise que vous devez la gérer. Si vous avez les compétences pour la gérer, tant mieux. Mais si vous n'avez pas les compétences, ne vous mettez pas dans la tête que le fondateur doit être le gestionnaire. Mais vous avez eu cette humilité de vous dire que vous n'aviez pas les compétences. Je n'ai jamais géré un seul jour un hôtel. Je n'allais pas me mettre derrière le comptoir pour dire c'est moi le patron de cet hôtel et je vais le gérer. Je ne sais pas accueillir un client, je ne sais pas comment on fait pour nettoyer des chambres et tout cela. Donc, M. Boyer et son épouse ont fait un excellent travail, ont recruté les premiers cadres, dont certains sont aujourd'hui encore avec moi 30 ans après. Et voilà, c'est comme ça que c'est venu. Donc, ça, c'était le troisième challenge. Une fois que ça a été un succès, bon, le reste, c'était un peu plus facile. C'était plus facile de lever des fonds parce qu'on a trouvé que c'était plus facile d'attirer des ressources humaines. Ma vision dans la gestion des ressources humaines, d'ailleurs, ça a toujours été, je commence avec des ressources humaines non africaines parce que, surtout au Mali, l'industrie de l'hôtellerie n'était pas très développée à ce moment-là. Nous, on a été des pionniers. Mais ma vision, c'était de développer des compétences africaines. Et ça, M. Boyer l'a très bien fait en recrutant et en formant. Et puis aujourd'hui, sur le millier de collaborateurs qu'on a ou qu'on va avoir bientôt, ils sont tous panafricains, de différentes nationalités, bien sûr, mais tous panafricains. Voilà. Ça, comme top. Quoi, c'est possible. Oui, c'est ça. Mais après, aussi, je pense que vous avez aussi la vision. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que dès le départ, est-ce que vous avez eu cette vision de vous dire que votre but, c'est de créer des hôtels que vous n'allez pas gérer? Ça, c'était quelque chose de clair dès le début? Ah oui, moi, ma vision a toujours été claire. Je me lance dans l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie parce que c'est une industrie à très forte valeur ajoutée, qui crée beaucoup d'emplois, qui paye des impôts et des taxes aux gouvernements centraux, aux municipalités, qui met en valeur la culture africaine, parce que dans nos hôtels, on retrouve l'Afrique, la gastronomie, la décoration, qui met en valeur la culture donc africaine. Et puis, dans tous les cas, qui correspond à un besoin, parce que l'Afrique, dans les années, en tout cas au Mali, en Afrique de l'Ouest, dans les années 90, milieu des années 90, les pays s'ouvraient à l'investissement international avec la démocratisation et tout cela. Et les gens qui venaient pour regarder les potentiels d'investissement avaient besoin de dormir et de manger quelque part. Donc, il y avait un réel besoin. Donc, ma vision, c'était, je ne voulais pas être simplement un investisseur parce que beaucoup d'hommes ou de femmes d'affaires qui réussissent dans leur domaine, ils ont de l'argent. Ils disent, c'est bien d'avoir un hôtel, juste dans mon portefeuille, même si ce n'est pas mon métier. Nous, on en a fait un autre métier. Donc, ma vision était claire. Je ne voulais pas acheter le grand hôtel, le rénover et le donner en gestion à une chaîne internationale. Ma vision, c'était de développer une chaîne panafricaine. Donc, on achète le grand hôtel, on le rénove, on recrute un grand professionnel et on a eu la chance de tomber sur M. et Mme Boyer. Et quand ça marche, vous répliquez. On réplique. Et c'est ça qu'on a fait. Et 30 ans après, on est dans 8 pays avec une douzaine d'hôtels. Et ça, en tant que... vous, votre posture, comment vous la travaillez dans ce cas-là? Parce que justement, vous dites, il y a des entrepreneurs qui se disent, nous, dans la gestion, on va aller jusqu'au bout des choses. D'autres qui sont juste investisseurs. Votre position, elle est plus au milieu.
Comment vous continuez à driver vos équipes, à leur montrer la voie et à partager votre vision que vous avez? Mais d'abord, ils partagent tous la vision parce que je raconte toujours cette anecdote parce qu'elle est importante dans ce qui est devenu Azalaï aujourd'hui. Lorsque nous faisions les travaux de rénovation du Grand Hôtel de Bamako, j'ai fait appel à un banquier pour nous faire un bridge loan, donc un prêt relais, le temps que AFC décaisse. Okay. Et lorsqu'il est venu visiter les travaux, il m'a dit, c'est bien, vous avez acheté un bel actif, parce que le Grand Hôtel de Bamako a été construit entre 52 et 54, sous la colonisation française. Un très beau bâtiment, un bel investissement. Rénovez-le et donnez en gestion à une chaîne internationale, parce que finalement, l'hôtellerie, ce n'est pas fait pour nous les Africains. J'ai dit, très bien, écoutez, monsieur, vous allez voir. Vous êtes banquier. Moi, je vous demande de me faire un prêt relais. Je ne vous demande pas de me donner la vision. Moi, ma vision, je l'ai. Je sais exactement où je vais aller. Et ça m'a motivé davantage. Donc, cette vision de créer à partir d'un hôtel une chaîne hôtelière panafricaine avec des capitaux africains gérés par des Africains et dont l'ADN est l'Afrique, je l'avais dès le début et je l'ai transmis à mes collaborateurs, à mes associés, parce que la SMPH, je ne l'ai pas créée seule, j'avais aussi des associés, notamment maliens. Et donc, cette vision-là, j'essaie encore aujourd'hui, 30 ans après, je dirais même que c'est ma tâche essentielle, c'est de continuer de partager cette vision, de leur dire « yes, we can ». Nous, les Africains, il n'y a aucune industrie sur cette terre qu'on peut pas, dans laquelle on ne peut pas investir et réussir. Donc, je pense que c'est pour ça que je dis toujours, Azalaï, ce n'est pas qu'une entreprise, c'est aussi une sorte de testament pour dire, nous, les Africains, nous devons nous approprier notre destinée, nous devons investir, nous devons croire en nous. Et nous devons explorer des industries qui, jusque-là, on nous a dit, c'est pas pour nous. Voilà. Et justement, toujours sur cette partie de la vision, vous parliez de votre ambition dès le démarrage de finalement créer une chaîne hôtelière avec plusieurs hôtels. Quand vous avez ouvert le premier hôtel en reprenant le Grand Hôtel de Bamako, quels ont été les signaux verts que vous avez observés pour vous dire, c'est bon, on est prêt à ouvrir un deuxième? Alors, là aussi, c'est un enseignement que je donne aux jeunes. Il ne faut pas être pressé. Quand on est un entrepreneur, il faut être résilient et il faut être patient. Moi, ça fait 4 décennies que je suis chef d'entreprise. Et lorsqu'on a ouvert le Grand Hôtel en février 1995, ça a marché de tonnerre. Hein. Vraiment, ça a très bien marché. Et ça nous a permis d'acheter un terrain avec l'État du Mali et de construire Azalaï Hôtel Bamako, le Salam, qu'on a ouvert en janvier 2000. Et ce n'est que 10 ans après que nous sommes sortis du Mali pour aller au Burkina. On a participé à l'appel d'offres de privatisation de l'hôtel Indépendance, qui est aussi un hôtel mythique, le tout premier à Ouagadougou. Donc, lorsque nous avons vu que finalement ça marche, finalement nous savons gérer un hôtel en recrutant des professionnels, que finalement il y a un besoin, c'est d'ailleurs ce besoin qui nous a amenés à acheter un terrain de 2 hectares avec l'État du Mali où on a fait le Salam, que dans tous les cas, nos pays s'ouvrent, les économies s'ouvrent, nos pays, pas que le Mali, mais toute la sous-région, des investisseurs étrangers viennent et aussi, ce qu'on oublie souvent dans nos pays en Afrique, c'est que de plus en plus, la clientèle, elle est aussi locale. Il y a une classe moyenne qui grossit, qui grandit. Les Africains voyagent de plus en plus, en tout cas ceux qui ont les moyens, et ils voyagent de plus en plus sur le continent. Donc tout ceci a fait qu'on s'est dit, tiens, peut-être qu'on peut aller explorer ailleurs. Mais 10 ans après, ça veut dire on s'est renforcé financièrement, on a acquis des compétences, les expatriés qui étaient là au début ont formé des nationaux, des panafricains, on commençait à avoir une certaine renommée, on recevait donc des candidatures spontanées de professionnels de l'hôtellerie africains, mais qui travaillent pour des grands groupes, notamment en Europe. On a reçu beaucoup d'Africains qui étaient en France ici, qui travaillent avec les grands groupes, qui ont dit « Ah,
c'est une belle aventure, c'est une belle vision, on a envie de faire partie de cette aventure, on vient. Donc, on a reçu beaucoup de professionnels africains qui sont venus. Donc, le déclic, ça a été, je dirais, le succès du rachat, de la rénovation et de la mise sur le marché du Grand Hôtel avec une très belle équipe composée d'un couple d'expatriés et puis de grands professionnels maliens, quoi. Bah, moi, ce que vous dites, ça nous, on a créé The Dots, comme vous le disiez, qui est une agence spécialisée dans la culture. Et justement, cette vision que vous avez eue il y a 30 ans, maintenant 40 ans peut-être, aujourd'hui, elle est très bien exécutée. Et nous, on dit que la culture d'entreprise, ce sont les comportements des collaborateurs. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous avez fait pour transformer ces comportements-là, parce que je pense qu'au début, quand vous êtes lancé, vous n'avez pas l'expertise que vous avez aujourd'hui. Comment est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez mis en place pour transformer ces comportements, pour les aligner avec votre mission? Bah, moi, je reste convaincu qu'il n'y a de richesse que d'hommes, homme avec le grand H. Bien sûr. Et chaque fois que j'ai recruté un expatrié, je dis, votre mission, c'est de venir, de structurer, de former et de partir. OK. C'est très clair. C'est très clair dès le début. Parce que j'estime que ça ne sert à rien de toujours amener des gens de l'extérieur pour faire quelque chose que eux, ils savent le faire, ils ne sont pas nés avec. Bien sûr. Ils ont été formés pour le faire. Oui, comme on dit, mieux vaut apprendre à un poisson, un homme à pêcher plutôt que de lui donner un poisson. Exactement. Donc ça, dès le début, ça a été très clair. Mais je pense aussi qu'on ne dirige que par l'exemple. Oui. Voilà. Vous pouvez tenir tous les discours du monde. Si vous ne mettez pas ça dans vos actes, ben les gens ne vous suivront pas. Bien sûr. Je pense que tous mes collaborateurs, les tout premiers qui sont encore avec moi, et j'en profite pour les saluer, notamment le cofondateur du groupe, Mohamed Agal Husseini, qui est aujourd'hui le directeur général du groupe, qui est, je dirais, le pilier central même du groupe. Ils ont vu qu'il y avait quelqu'un qui disait quelque chose et qui faisait ce qu'il disait. Je pense que c'est très important. On ne dirige que par l'exemple. Voilà, quand vous dites que le travail commence à 8 heures, si vous venez à 10 heures, les autres vont venir à 10 heures moins le quart. Exactement. Voilà, Ouais, on vient juste un quart d'heure avant le patron. Ouais. Il faut avoir la vision, il faut maintenir le cap, il faut avoir une stratégie et il faut faire confiance. Avoir confiance en soi, mais avoir confiance aussi en les équipes et puis en les faisant grandir. Je pense que le plus grand succès d'un chef d'entreprise, finalement, c'est qu'à un jour, qu'il puisse partir sans qu'on ne sente qu'il est parti. Voilà. Et ça, vous le faites comment, vous? Comment vous faites? Est-ce que vous avez des moi, rituels, des éléments qui vous permettent justement de cultiver ça, cette transmission dont vous parlez? D'abord, je pense qu'il faut savoir détecter les talents. C'est très important dans une organisation humaine. Tout le monde n'est pas au même niveau. Vous avez des hommes et des femmes talentueux qui épousent la vision, qui s'autonomisent petit à petit et qui ont envie de progresser. Il faut savoir les détecter. Et ceci, une fois que vous les détectez, vous les accompagnez pour grandir et à un moment donné, vous les lâchez. Je donne toujours l'exemple parce que moi, quand j'étais étudiant à San Francisco, un de mes hobbies, c'était le pilotage aérien. OK. Voilà. Ça craint pas comme hobby. On n'a pas les mêmes hobbies. Avec mes petites économies, j'ai passé des cours et j'ai passé mon brevet. J'ai un brevet, même si ça fait très longtemps que j'ai pas piloté, malheureusement, parce que j'ai pas les conditions. Donc, lorsque j'étais sur le point d'être lâché, on dit ça, être lâché tout seul par l'instructeur. Donc, on fait quelques tours ensemble et puis on atterrit. Enfin, lui, il est à côté et moi je pilote. On décolle, on atterrit et puis il dit « Ok, Mossadegh, tu es prêt maintenant pour aller tout seul ?» Je l'ai regardé. Il faisait froid, mais j'avais les sueurs. Je dis « T'es sûr? Tu es sûr que je peux aller? Oui, tu peux aller tout seul. Vas-y. Tu es sûr, vraiment? » C'est vrai, il est sorti de l'avion. J'ai décollé, j'ai atterri, j'ai décollé, j'ai atterri, puis après j'ai passé mon brevet, et puis
Pendant le week-end, quand j'étais un peu libre, j'avais pas trop de travail à l'école, je prenais un petit avion, je me baladais en Californie. Mais si j'avais pas été lâché, je serais jamais pilote. Bah, voilà, c'est ça ma philosophie. À un moment donné, les talents que vous avez détectés, que vous avez accompagnés, qui épousent la vision, mais qui ont aussi les valeurs. Vous savez, un entrepreneur, c'est beaucoup de valeurs. La simplicité, l'humilité, la résilience. Avoir un mental à toute épreuve, parce que finalement, c'est quoi le parcours entrepreneurial? C'est un parcours d'obstacles. Partout, sur tous les continents, mais encore beaucoup plus en Afrique. Beaucoup plus en Afrique. Vous êtes là tous les jours, il y a un obstacle qui se présente, vous trouvez un moyen de le franchir. Tous les jours, tous les instants, c'est comme ça que vous réussissez à partir d'un hôtel de 77 chambres et à bâtir un groupe qui aujourd'hui va bientôt avoir presque 2000 chambres. Donc, il faut avoir toutes ces valeurs, une honnêteté intellectuelle à toute épreuve, une probité, une moralité, et c'est ça qui fait un entrepreneur. Donc, quand vous détectez ces valeurs, chez une personne. Parce que ce n'est pas uniquement l'intellect et la compétence, c'est aussi ces valeurs. Vous pouvez avoir des gens très compétents, mais qui n'ont peut-être pas ces valeurs. Ne perdez pas votre temps avec ces personnes, parce que vous n'irez nulle part. Et puis, comme on dit, on ne change pas les valeurs de quelqu'un aussi. On ne change pas les valeurs, c'est une question d'éducation et tout cela. Donc, moi, ce que je fais, c'est ça. Aujourd'hui, je ne suis plus dans l'opérationnel. La preuve, je suis ici avec vous. Mais les hôtels continuent à tourner. Je ne suis plus du tout. Je suis aujourd'hui dans une phase où, petit à petit, en tout cas, je passe le témoin à ces équipes, à ces talents qu'on a détectés depuis des années. Il y en a qui sont partis, il y en a qui viennent. Bon, ça se renouvelle. Ça se renouvelle. Je suis plutôt aujourd'hui, disons, un porte-drapeau, un flambeau, quelqu'un qui est là pour maintenir la flamme, pour maintenir la vision. C'est ça mon rôle essentiel aujourd'hui. Et aussi, bien sûr, et c'est pour ça que je vous remercie de me donner cette occasion d'échanger avec vous. Ma passion aujourd'hui aussi, c'est passer le témoin et partager cette expérience, transmettre nous, on est ravis, aux jeunes, surtout africains, en leur disant, ce que j'ai fait, mais personne ne serait venu le faire à notre place. Bien sûr. Personne. On aurait toujours eu des chaînes internationales qui vont dire aux hommes et femmes qui ont réussi dans leur domaine et qui ont de l'argent, en disant, construisez l'hôtel et vous vous en arrêtez là, nous on va gérer. Or, on sait que c'est celui qui gère, c'est celui qui a la crème, et puis les problèmes, on laisse aux propriétaires. Donc, si nous, on ne l'avait pas fait, personne ne l'aurait fait à notre place. Donc, mon message aux jeunes, c'est ça. C'est un message tellement important en plus à faire passer. Il faut y aller. Mais du coup, ça me fait penser, ça rejoint la question que je voulais vous poser. En 2005, du coup, vous créez le groupe d'Azalaï. Qu'est-ce qui vous a motivé ou vous a poussé à faire ce choix de donner ce nom-là déjà, Azalaï, et d'en faire un groupe? Parce qu'avant, d'accord, qu'on parlait de l'hôtel Salam, le Grand Hôtel Bamako. À quel moment, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça en groupe? En 2005, on avait donc le Grand Hôtel de Bamako, le Salam, le Nord-Sud qu'on gérait pour le compte d'un ami de très longue date, un partenaire, monsieur Houdbabi, qu'il avait construit en 2002 pour la CAN qui s'est tenue au Mali. Et puis, on avait l'hôtel Indépendance à Ouagadougou. Donc, on avait 3 hôtels à Bamako et 1 à Ouagadougou. Alors, on s'est dit, là, j'ai dit, OK, la vision que j'avais eue il y a 10 ans, de dire, je commence avec un hôtel, je me lance dans une activité à forte valeur ajoutée, et si je réussis, j'en fais mon métier, je vais dupliquer, je veux montrer à ce banquier-là européen que nous aussi les Africains, on peut créer une chaîne hôtelière comme Paul Dubrul a créé Accor en 1967 avec un hôtel à Lille, le nouveau hôtel de Lille, que nous aussi, cette belle aventure européenne Accor, on pouvait aussi l'avoir sur le continent africain avec des Africains. Donc, on a fait appel à une agence de communication, DFA, et on a dit, voilà, on a 4 hôtels, on veut lancer une marque, on veut avoir un slogan, on veut avoir un logo pour fédérer ces 4 hôtels. Et à partir de là, on est allé à Ouaga,
Maintenant, on envisage partout, parce que c'était aussi la fin des années 90, le début des années 2000, les États privatisaient beaucoup d'entreprises d'État. Oui. Et dans ces entreprises d'État, il y avait des entreprises qui possédaient des hôtels. Donc, d'ailleurs, nos 15 premières années, on a surtout participé à des appels d'offres de privatisation avant de commencer à faire des greenfields, donc acheter des terrains à construire. Donc, ce qu'on a fait, ils nous ont proposé une liste de noms. On a mis en place un comité de brainstorming auquel moi je n'ai pas participé. C'était les principaux cadres. C'était fait exprès? Voilà, oui, pour ne pas influencer. Et puis, ils m'ont soumis 2 noms, Azalai et Dunia. Dunia qui veut dire le monde? Veut dire le en monde. Arabe, oui. En arabe, exactement. Et donc, j'ai choisi Azalai. Il y a un peu de parti pris, je le reconnais, parce qu'Azalai, ça veut dire la caravane. Oui. Notamment la caravane de sel, parce que dans le nord du Mali, il y a un village qui s'appelle Taoudeni, où il y a des mines de sel. Et vous avez des mineurs qui enlèvent des barres de sel. Chaque barre de sel fait 4-5 kilos. Et chaque dromadaire pouvait prendre 3-4 barres. Et puis, c'était 675 kilomètres de traversée en plein désert de Taoudeni à Tombouctou. Ils mettaient environ 3 semaines pour faire le trajet. Et c'était des centaines et des centaines de dromadaires. Moi, je me rappelle très bien de l'Azalai quand j'étais à l'école primaire. Quand l'école fermait à Niamey, on allait passer nos 3 mois de vacances chez nos grands-parents à Tombouctou pour faire notamment l'école coranique. Et donc, quand l'Azalai venait, c'était une grande fête. Et il venait, il s'arrêtait en dehors de la ville, sur les dunes de sable, et on allait voir des centaines de dromadaires. Ça m'a toujours impressionné. Donc, on a choisi Azalai parce que, c'est le voyage. C'est l'endurance, 3 semaines. C'est l'hospitalité, parce que dans le désert, il faut être très solidaire, très hospitalier, parce que parfois, vous pouvez ne pas avoir d'eau. Donc, si vous avez quelqu'un qui vous donne un peu d'eau... Voilà, donc on a choisi Azalai, on a choisi le logo qui est 3 dromadaires qui se suivent. Le logo, c'est 2 dunes renversées qu'on a collées, et puis on a en bas 3 dromadaires, et puis le slogan, c'est l'Afrique vous accueille. Donc c'est en 2005 qu'on a mis tout ça en place, et à partir de là, tous les hôtels qu'on a rachetés avec les États, on les a brandés Azalai. Et peut-être 20 ans après, on a ressorti Dunia pour faire, maintenant on a Dunia Hotels qui est une marque économique. Donc tous nos 2-3 étoiles sont des Dunia Hotels maintenant. Donc on a Dunia Hotel à Bissau, à Lumbila, à 25 km de Ouaga. À Bamako, on a créé un Dunia Hotel pour la clientèle qui cherche des hôtels pas très chers, économiques. Et puis Azalai, c'est notre mid-scale, donc la moyenne gamme. Voilà. Hyper intéressant. Pardon. Non, j'avais juste une question sur ce qui est intéressant, c'est que ce qui fait de vous un groupe, c'est le nom, le slogan qui rassemble tous les hôtels, mais il y a aussi la manière dont vous accueillez les clients, la manière dont vous ouvrez des hôtels, etc. Quels sont les grands process, si je peux les appeler comme ça, qui caractérise justement la touche du groupe dans l'accueil, la déco, la gestion, etc. Très bonne question. Je dis toujours à mes collaborateurs, attention, nous sommes une chaîne d'abord hôtelière. Le client ne va pas nous choisir parce que nous sommes une chaîne hôtelière panafricaine. Il va nous choisir parce qu'il va trouver exactement ce qu'il attend et ce qu'il peut trouver ailleurs. C'est ça, exactement. Donc, ça veut dire un process de réservation nickel, une chambre propre, bien agencée, une douche qui marche, un Wi-Fi qui marche. Nous, on est dans l'hôtellerie d'affaires, on n'est pas dans l'hôtellerie du tourisme, de loisirs. Donc, 95% de nos clients, ce sont des gens qui viennent pour 2-3 nuits, pour des affaires. Donc, un room service qui marche très bien, un endroit pour travailler s'il le faut, des salles de réunion. Voilà, donc je dis, salle de sport, c'est une chaîne hôtelière panafricaine, mais qui travaille exactement avec les standards internationaux. Donc ne pensez pas qu'il y aura c'est des Africains. Non. Ils vont venir parce que la chambre est top, le Wi-Fi est top, le restaurant, le petit déjeuner, tout ça est top. Donc ça, c'est très important.
C'est pour ça qu'on a tous nos process, toutes nos procédures, on forme les gens pour que ça soit aux standards internationaux. C'est-à-dire, un 4 étoiles, c'est un 4 étoiles, un 3 étoiles, c'est un 3 étoiles. Mais ensuite, on dit, en plus de ça, si on peut mettre l'Afrique dans nos process, l'Afrique dans notre design, l'Afrique dans nos gastronomies, l'Afrique dans notre manière d'accueillir, avec nos traditions, avec nos couleurs, avec notre habillement, avec la légendaire hospitalité africaine, aller manger au buffet, trouver du mafé, trouver des ignames, trouver des alocos. Voilà. Je dis toujours, faites en sorte que le client, quand il va venir dans un hôtel Azalaï, il se sente vraiment en Afrique. Quand il vient à Bamako, il dit « Ah, je suis au Mali, à Abidjan, ah, je suis en Côte d'Ivoire ». Parce que s'il retrouve la même chose qu'il a à Paris, à New York, à Tokyo, bon, il dit bah, c'est pas intéressant. Et d'autres peuvent le faire à votre place. Et ils le font même mieux que nous. Parce que quand on gère 4000 hôtels ou 5000 hôtels ou 6000 hôtels comme ces gens-là, ces grosses marques, et nous qui en gérons 12, forcément, leur process, leurs procédures sont beaucoup plus rigoureuses que les nôtres parce que c'est des gens qui emploient 100, 150 000 personnes. Mais en plus d'accueillir nos clients aux standards internationaux, si on leur donne l'Afrique, ben on va les fidéliser. C'est ça qui fait que 30 ans après, on est là. Malgré qu'on compétit avec toutes ces grandes chaînes internationales, on a notre clientèle et on a des gens qui apprécient de venir dans nos hôtels. Ça, c'est, je dirais, notre ADN et il ne faut pas qu'on s'éloigne de cela. Et de toute façon, si on s'éloigne de cela, moi, je ne trouverai plus réellement de plaisir. Mais justement, dans la transmission que vous évoquiez, là, qui est votre sujet du moment, comment est-ce que vous essayez, enfin, qu'est-ce que vous essayez de transmettre pour vous assurer que justement, on ne dévie pas de cette mission initiale et de tout ce que vous avez évoqué en termes d'ADN? Ben, je leur dis toujours, soyez professionnels jusqu'au bout des ongles, mais professionnels africains, c'est-à-dire on a une culture, on a un riche passé, on a tout pour que... Et d'ailleurs, un continent qui le fait bien, c'est l'Asie. Oui. L'Asie s'est développée, enfin beaucoup de pays asiatiques se sont développés tout en gardant cette culture que vous allez au Japon, en Chine, partout. Et ça, on doit le faire en Afrique. On avait dévié de cela, on a pensé que le modernisme, c'est copier l'Occident, c'est faire des hôtels, ils veulent que ce soit neutre, minimaliste, voilà, comme ça. D'ailleurs, certaines chaînes le revendiquent. Hein, Ils disent, bon, notre client, il est rassuré quand il vient à Bamako ou à Abidjan, il trouve exactement la même chambre, exactement le même... Qu'en Suède. Voilà. C'est un position. Alors, moi, je dis ça... Oubliez, si le jour où Azalaï va faire ça, Azalaï va disparaître. Parce qu'en ce moment, on ne peut pas compétir avec des personnes, des groupes qui gèrent 5, 6 000, 10 000 hôtels. Le numéro 1 mondial, qui est le groupe Marriott, gère plus de 10 000 hôtels. Voilà, donc on ne peut pas compétir sur ça. Donc, notre avantage comparatif, c'est standards internationaux avec une âme africaine. Avec une âme locale, oui. Tout à l'heure, vous avez parlé justement de... votre deuxième marque qui est Dounia, Hôtel. Moi, je connais bien un peu le fonctionnement du groupe Accor avec Sofitel, plein d'autres marques qu'ils ont. Vous, comment vous opérez par rapport à ce modèle-là? Et est-ce que vous avez une ambition de faire d'autres marques dans le futur avec Azalaï? Très bien, merci beaucoup. En fait, nous, aujourd'hui, on se développe avec essentiellement deux marques. La marque Azalaï, qui est, comme je dis, du mid-scale, de la moyenne gamme, parce que sur le continent africain, ce qui marche le plus, c'est la gamme économique. Oui, et puis la moyenne gamme. Le très grand luxe, bon, il y a quelques pays, le Maroc, le Rwanda, Maurice, ces grands pays où il y a surtout du tourisme, de loisirs, le grand luxe marche. Mais pour tout le reste, c'est surtout de l'affaire, c'est du business. Donc là, il faut économique et la moyenne gamme. Donc, en moyenne gamme, c'est Azalaï. En économique, c'est Dounia Hotels. Nous pensons, dans les années à venir, développer le concept de extended stay qui se développe beaucoup dans le monde, c'est-à-dire des appartements meublés. Plus long terme, quoi. Voilà, plus long terme. Vous avez, par exemple, un consultant qui vient à Abidjan ou à Dakar, qui a une mission de 6 mois, n'a pas envie de louer une villa.
mais n'a pas envie non plus de rester dans une l'hôtel. chambre d'hôtel pendant 6 mois. Mm. Donc, Oui, c'est ça, il va ouais. prendre ce qu'on appelle extended stay, séjour long, avec peut-être une chambre, un petit salon, salon. une petite kitchenette, avec tous les services hôteliers qui vont avec. Donc, on a créé la marque qu'on a déposée, d'ailleurs, Azalai Apartments. OK. Et on va peut-être ouvrir le tout premier à Bamako, au Mali, sur un bâtiment qui est en cours de finition. Et ensuite, voilà, en tout cas dans le court et le moyen terme, nous comptons rester dans Sur le cette, segment ouais. affaires. Nous sommes souvent sollicités pour reprendre des hôtels, que ce soit en gestion ou même racheter des hôtels qui sont dans le balnéaire, dans le loisir. Nous avons décidé pour l'instant de ne pas nous lancer dans ça parce que c'est quand même un métier C'est un autre relativement métier. différent. Oui. Il faut travailler avec des tour opérateurs qui vous envoient les clients. Mm. C'est un autre métier. C'est un autre métier. Ouais. Donc, on ne veut pas trop se disperser. Pour l'instant, nous pensons que dans, je dirais, sur les 54 pays africains, au moins 40-45, c'est surtout du tourisme d'affaires. Et c'est là Ok. où il y a le développement. Ok. Génial. Et par rapport à ce sujet de développement, justement, on a pu voir qu'en 2015, vous aviez rejoint le réseau World Hotels. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu dans quel cadre vous avez décidé de faire ce rapprochement et en quoi il consistait? Effectivement, en 2015, j'ai rencontré, lors d'une conférence d'ailleurs sur l'hôtellerie à Nairobi, le CEO de World Hotels, qui est par la suite devenu un ami, d'ailleurs, Rob Horman. Il n'est plus à World Hotels. L'idée, alors World Hotels, c'est ce qu'on appelle, ce sont des intégrateurs pour des chaînes indépendantes. OK. Voilà, donc c'est plutôt des réseaux de distribution. Ils ont développé des plateformes pour des groupes hôteliers indépendants comme les nôtres, où on a quelques hôtels comparés à ces mastodontes. Et ça permet effectivement d'être dans un réseau de distribution à plus grande échelle, au lieu de se cantonner uniquement, par exemple, à notre site web. Oui. Ou quelque chose C'est de comme toucher, en fait, ça vous permet de toucher un maximum ça. de... Un maximum, enfin, surtout de la clientèle sûr. internationale. Oui, qu'on qui n'est n'aurait pas la- forcément... qu'on n'aura pas forcément, qui préfèrent aller Bien sûr. dans les grandes marques. oui. On est resté quelques années, on n'a pas été satisfait des résultats. Les résultats D'accord. escomptés n'étaient pas au rendez-vous. Donc, on a arrêté ce partenariat avec World Hotels. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce sont des plateformes qui ne sont plus réellement nécessaires parce qu'avec le digital, avec l'intelligence artificielle, avec le SEO, le SEM, Vous avez tout raison, cela, on a une présence digitale beaucoup plus prononcée. Oui. On a quasiment multiplié par 10 notre distribution online. On travaille avec des grands distributeurs comme Amadeus. Ok. Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin réellement d'être dans ces réseaux indépendants de distribution d'hôteliers indépendants. On peut le faire directement sur les réseaux. Et ce qui veut dire que vous continuez, par contre, de viser une clientèle internationale. Ça Ah reste oui. toujours un objectif. Ah oui, en fait, nous, notre clientèle est, je dirais, 60-70% régionale, ouest-africaine. Mais quand je dis ouest-africaine, ça ne veut pas dire des Africains, hein, Oui. seulement. C'est le cadre français qui travaille à Bolloré, à Abidjan, qui va en mission à Dakar ou à Bamako et qui va habiter dans un hôtel à Zalaï. Il sera catalogué comme une clientèle ouest-africaine, Oui. mais pas comme une clientèle Bien française. sûr. Oui. Donc, essentiellement, c'est la sous-région. Et environ 30% viennent de l'Europe, et essentiellement d'ailleurs de la France, et environ 10% de l'Asie et de l'Amérique du Nord. Donc oui, on a quand même au moins le tiers de nos chiffres d'affaires qui vient hors continent, et il faut aller les chercher. Oui, Oui. c'est ça. Il faut aller les chercher. Donc, on participe à des salons pour justement vendre la marque. On est dans ces réseaux de distribution pour que le client qui est à Paris, qui veut aller à Abidjan, qui n'est jamais allé à Abidjan, quand il tape hôtel à Abidjan, qu'on ne soit pas trop mal placé par rapport aux mastodontes qui sont souvent les premiers qui sortent, mais qu'on ne soit pas trop mal placé. Donc tout ça, c'est le travail de digitalisation qu'on a mené ces dernières années et qui vraiment a porté ses fruits. Ok. Super intéressant. Est-ce que tu as une autre question sur... Je t'en prie. Vas-y aussi. Non, il y a un sujet qu'on aime bien aborder dans ce podcast, parce que c'est vrai que quand on parle de l'Afrique, on entend souvent des phrases du type manager les Africains, recruter des Africains, etc., comme si c'était les mêmes personnes.
Or, il y a des différences culturelles qui sont quand même notables d'un pays à l'autre. Vous, vous êtes présent sur plusieurs pays avec des équipes à chaque fois locales. Quelles sont les principales peut-être différences que vous avez pu noter quand vous avez ouvert différents hôtels dans différents pays en termes de challenge de recrutement, challenge de management, etc. et spécificités locales qui sont importantes à prendre en compte quand on veut ouvrir un hôtel et en termes de gestion aussi et de management? Oui, c'est clair qu'on ne peut pas dire que c'est homogène partout. Hein. C'est ça. Il y a, même en Europe, le suédois, le français, Oui, le suisse, complètement. l'allemand, c'est différent. Ouais, Très différent. Voilà, complètement. très, très différent. C'est pareil en Afrique. Le Malien ne va pas penser de la même façon que l'Ivoirien, le Béninois. Donc, il y a un background culturel, éducationnel et tout cela. Et nous avons commencé au Mali. On a commencé à une époque où l'hôtellerie n'était pas connue. Les Maliens ne s'y intéressaient pas, et encore moins les Maliennes d'ailleurs. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé, c'était mal vu pour une femme de travailler dans un hôtel. Oui. C'est très mal vu. Mais aujourd'hui, ça a complètement changé. Nous avons créé une école hôtelière à Bamako. Plus de la moitié des apprenants maintenant sont des femmes. Sont des femmes. Donc, vous voyez comment ça a évolué, ça a changé. Et nous, on a été pionniers dans toute l'Afrique de l'Ouest, mais aujourd'hui, vous avez des Ouest-Africains qui ont lancé aussi des chaînes, telles que Mangalis, par exemple, de M. Yerimso, qui est sénégalais. Oui. Vous avez Onomo. le Noum aussi. Onomo. Onomo. Noum, c'est Mangalis. Vous avez oui. Onomo. Vous avez un compatriote à moi, c'est Sekome, qui fait des hôtels, mais qui lui a choisi de confier la gestion à des chaînes internationales. Donc, le fait que nous ayons démontré que c'était possible pour nous, les Africains, d'investir cette industrie, ça a suscité des vocations ailleurs. Alors, le plus grand challenge, effectivement, pour nous, ça reste d'ailleurs aujourd'hui le challenge numéro 1, c'est de recruter des talents, de les former, de les retenir. Parce que malheureusement, même si tous les États disent l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie, c'est une priorité absolue pour nous, parce que ça amène des devises, ça forme les jeunes, ça structure le territoire, parce qu'il faut construire des hôtels, et lorsque c'est du balnéaire, il faut construire des routes, des villages et tout cela. Malheureusement, ces mêmes États n'investissent pas beaucoup dans la formation. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez ouvert votre école. Nous, on a ouvert l'école à Bamako il y a 7-8 ans. On a ouvert au Burkina il y a 3-4 ans aussi une école. Parce que, voilà, jusque-là, on recrute des jeunes et on les forme sur l'État. Alors que s'ils ont une formation initiale, même pas grand-chose, 1 an, une formation par alternance, 6 mois à l'école, 6 mois en stage en entreprise, déjà, ils ont une formation initiale, c'est beaucoup plus facile le jour où ils sont recrutés. Et on a vu avec l'école de Bamako que plus de 90% des jeunes qui sortent de l'école arrivent à s'insérer. Soit dans des hôtels, des restaurants, dans des missions diplomatiques, à l'aéroport. Moi, souvent, quand je voyage, pour moi, c'est ma plus grande satisfaction. Quand je m'assois dans le salon de l'aéroport de Bamako, qu'il y a une jeune fille qui vient me servir, me dit « Merci, Monsieur Bali ». Je dis « Merci, qu'est-ce que j'ai fait ?» Ah, mais je suis sorti de l'école hôtelière Chaka Sidibé. Grâce à cette formation, j'ai un travail aujourd'hui. Je peux vous dire que c'est ma plus grande satisfaction. C'est beaucoup plus que la dizaine d'hôtels et tout ça. Avoir cette satisfaction d'une jeune Malienne qui, au lieu d'être tentée par l'immigration clandestine, par faire des choses pas très licites, et aller, a reçu une formation et travaille et gagne dignement sa vie. Moi, avec mon âge, avec mon parcours, c'est ma plus grande satisfaction. Donc, le challenge RH reste le numéro 1 pour nous dans tous les pays. Alors, c'est moins prononcé dans certains pays qui sont plus en avant dans cette industrie. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire. En général, les pays côtiers, d'abord, il n'y avait pas ce blocage culturel. Ils étaient déjà habitués, je pense aussi. Habitués. Ils étaient habitués aussi à recevoir de la clientèle internationale. Il y avait des écoles de formation. Par exemple, au Sénégal, il y a des écoles de formation. Moi, je ne parle pas des grands pays, le Maroc, la Tunisie, Seychelles, Maurice. Ils sont très loin en matière de formation. Ils ont des très grandes écoles. Eux, ils ont vraiment compris que pour développer le tourisme, que ce soit le tourisme d'affaires ou de loisirs, il faut d'abord développer les compétences. Et ils ont créé les grandes écoles.
Ça, c'est un appel que moi, je lance toujours aux gouvernants en Afrique de l'Ouest. S'il vous plaît, Si vous écoutez. si vous nous écoutez, si vous écoutez ce podcast, investissez dans les compétences humaines. La compétence humaine est au début de toute création de richesse. Que vous ayez de l'or, de la bauxite, des belles plages et tout ça, si vous n'avez pas des hommes et des femmes pour développer ça, ça reste juste un potentiel écrit sur un papier. Exactement. Au Sénégal, il y a des belles plages. Au Mali, il y a de l'or. RDC, il y a de la bauxite. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça. Souvent, c'est les autres qui viennent exploiter parce que les autres ont développé leurs compétences humaines. C'est aussi simple que ça. À chaque fois, comme je dis, si on ne le fait pas nous-mêmes, les autres le feront à notre place. À notre place. Bien sûr. Et c'est eux qui vont en profiter les premiers. oui, Vous bien savez, sûr. Nous, moi, on va je être suis employés après. je suis toujours scandalisé. Vous avez l'industrie du chocolat qui fait 100 milliards de dollars par an. Il y a moins de 15 milliards de dollars qui reviennent aux deux pays qui produisent 60% du cacao, la Côte d'Ivoire et Ghana. 15 milliards sur une 15%, industrie de 100 milliards. Incroyable. Incroyable. Et je peux citer des exemples comme ça. c'est Le là. coton, peut-être c'est mon costume que je porte aujourd'hui est fait avec du coton malien, mais le costume n'est pas fait au Mali. Le jour où on va faire le costume au Mali, on va créer des emplois. Bien sûr. On va créer des emplois. Trop chouette. Je pense qu'on va s'arrêter là pour le Real Business Talk.